Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc c'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs. L'inflation rebondit ce mois d'août avec une hausse de 4,8% par rapport à l'année dernière. Suite à une réunion avec Bruno Le Maire, les industriels de la consommation se sont engagés à bloquer donc plus de 5000 produits en magasin. Philippe, peut-être une initiative intéressante. Peut-être une initiative, mais on vous pose cette question. Est-ce que le gouvernement a les moyens de lutter contre l'inflation? Parce que c'est pas le gouvernement qui fait les cours du pétrole, c'est pas le gouvernement qui fait le cours du blé. Il pourrait jouer éventuellement sur le prix des carburants ou sur l'électricité en sortant du marché européen. Est-ce que pour vous, il faut laisser faire le marché et on verra ce qu'advienne que pourra? Ou est-ce que pour vous, le gouvernement a des moyens? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et notre invité qui est avec nous, Didier Testo, merci d'être avec nous. Bonsoir. Fondateur de La Bourse et La Vie TV, que vous retrouvez d'ailleurs tous les matins week-end avec Jean-Marie Bordry pour l'Info Éco Plus. Merci d'être avec nous. On embrasse Jean-Marie Bordry qui est avec nous. Oui. Philippe Bilger, c'est un flon. On a compris. Cette inflation galopante, aujourd'hui, forcément, ça ampute largement, encore une fois, le pouvoir d'achat des Français. Alors, tout à l'heure, j'ai révélé ma nullité en ce qui concerne le secteur mathématique. Oui. Je crains d'être très infirme dans le secteur économique. Mais l'inflation, est-ce que... entre le blocage qui renvoie, me semble-t-il, dans mon ignorance, à une économie administrée dont je ne raffole pas, et l'autre branche de l'alternative qui serait de laisser faire le marché, est-ce que, je me pose une question à moi-même avant qu'on me donne la vérité, est-ce qu'il y aurait un juste milieu? Est-ce qu'il y aurait une politique capable de concilier, de refuser ces deux extrémités? On va y répondre dans quelques instants, Françoise Degois. Moi, je suis toujours étonné de voir à quel point la méthode Coué fonctionne pour tous les ministres. Et d'ailleurs, c'est valable pour ce gouvernement, mais c'était aussi valable à l'époque pour mon ami François Hollande, qui nous expliquait qu'il y avait une baisse dans la hausse des impôts. Alors là, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, enfin, ça, c'était un summum, l'inversion de la courbe. Quand même, il y a ce que annonce Bruno Le Maire, ça baisse, et puis il y a le ressenti, quoi. C'est comme les températures. En réalité, ça monte, plus 11% les fournitures. On assiste surtout à des défaillances d'entreprises. C'est ça qui est le plus inquiétant, avec des choix de consommation qui sont faits entre la nourriture qui coûte tellement cher et tout le reste qui est superflu, se faire les ongles, aller chez le coiffeur ou bien aller manger au restaurant. Tous les petits plaisirs, quoi. Mon sentiment quand même, c'est que bien sûr que les gouvernements ont le moyen de mettre de la pression, notamment sur les industriels et sur les agriculteurs et sur les matières premières. Ils ne le font pas pour des raisons XY qu'on peut expliquer, qui remontent à une quarantaine d'années. Ils ont les moyens d'agir sur les négociations commerciales. Ils ne l'ont jamais fait, pas plus ce gouvernement, malgré la loi qui est en fait un cache-sexe, pas plus François Hollande, la loi Egalim, pas plus François Hollande. Ça fait partie du travail, du bras de fer que devrait mener un gouvernement, avec parce que beaucoup de grandes entreprises de l'agroalimentaire ne jouent pas le jeu. On a les noms, on sait très bien que Nestlé ne joue pas le jeu, que Unilever ne joue pas le jeu, qui se refont la cerise après avoir perdu de l'argent sur la hausse de l'énergie. Excusez-moi, je suis un peu longue, mais la vérité, c'est que vous avez des géants de l'agroalimentaire, je ne parle pas des petites entreprises, des géants qui ne jouent pas le jeu. Et là-dessus, on pourrait avoir un rapport de force en termes de taxes, en termes d'impôts, en termes d'implantation. Oui. Voilà. Virginie Calmels. Deux remarques. La première, c'est que cette hausse de l'inflation, elle est quand même en grande partie directement corrélée à la hausse de l'électricité. Donc le vrai sujet qui est sur la table, c'est que si on regarde dans les pays européens, et notamment ce qu'a fait l'Espagne, eh bien, en décorrélant et en sortant des accords européens et en décorrélant le prix du gaz par rapport à celui de l'électricité, eh ben, ils ont limité considérablement leur inflation. Et donc c'est quand même quelque chose d'intéressant à regarder comme un des moyens potentiels. Et puis deuxième sujet, je vais peut-être vous choquer, mais moi je crois que dans la lutte contre l'inflation, il y a un mot magique qui s'appelle la concurrence, et qu'à un moment donné, comme le soulignait Philippe, moi je ne suis pas non plus une grande adepte de l'économie administrée, mais je crois que quand Françoise Degois, à juste
titre, montre du doigt un certain nombre d'acteurs qui ne joueraient pas le jeu. Oui, bien sûr, mais au micro, en tout cas, c'est Françoise qui le rappelle. Mais effectivement, et d'ailleurs Bruno Le Maire l'a dit aussi, il y a certains acteurs qui ne jouent peut-être pas le jeu, mais la concurrence, quand elle est réelle et quand elle est saine, elle permet justement, me semble-t-il, d'avoir des effets positifs dans un moment où, effectivement, l'inflation, quand elle est faible, elle est plutôt un moteur. Quand elle commence à dépasser certains seuils, elle devient un vrai problème. Et Françoise le soulignait, la déconsommation, c'est quand même une nouvelle notion qui apparaît avec des gens qui sont malheureusement obligés de faire des choix. Didier Testo. Oui. C'est très intéressant ce que disent les vraies voix, et je commencerai par ce que disait Philippe pour rappeler une période, puisque il avait peut-être une trentaine d'années à ce moment-là, ce sont les années 70. Et c'est vrai que pour les jeunes générations, celles qui sont aujourd'hui, on parlait des jeunes, les sujets des jeunes sur l'inflation, c'est presque quelque chose qu'ils n'ont pas connu. Parce que finalement, leurs parents leur ont à peu près acheté ce qu'il fallait pour ceux qui pouvaient, mais les jeunes n'ont pas été sujets à ça. Les parents ont à peine connu ça, les grands-parents ont connu cette période d'inflation. Déjà, il faut s'y habituer. Et ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est qu'on a eu, bien sûr, on le rappelle, la crise sanitaire, la crise Covid, l'Ukraine qui est arrivée, donc ça a chamboulé, mais l'économie, pas l'économie française, l'économie mondiale. Il y a eu un changement complet sur les chaînes logistiques. Vous aviez vu des tas de sujets, on n'avait plus de semi-conducteurs, donc l'automobile a été touchée, mais en fait, tout le monde a été touché, y compris la partie agricole. Sur la partie française, si on revient à la France, sur le sujet d'inflation du mois d'août, donc on est à 5,7 sur un an, c'est clairement le sujet énergétique, et on pourrait y revenir, qui a impacté. Mais on retrouve ces sujets-là dans d'autres pays. Là, pour la France, et pour le sujet pour Bruno Le Maire, c'est que peut-être qu'il y a quelques mois, la France était le bon élève, c'est plus le cas. On a moins d'inflation en Espagne, par exemple. Et le sujet de l'énergie aujourd'hui, il est quand même clé, parce que quand on parle aux entreprises, il y a certaines entreprises qui peuvent être européennes, françaises, mais européennes, elles n'ont pas le sujet énergie, par exemple, dans d'autres pays. Donc elles disent, moi j'ai un sujet en France, je ne l'ai pas en Allemagne, par exemple. Didier Testo, pour qu'on comprenne bien, pour que les auditeurs comprennent bien, parce que c'est des sujets assez complexes, justement, expliquez-nous le principe, pourquoi l'inflation monte, pourquoi ce lien avec l'énergie, qu'on comprenne bien, qu'on soit tous au même niveau de compréhension. Ce qui s'est passé sur l'énergie, c'est que je vais vous prendre quelque chose de sympathique, puisqu'on est un jour heureux aujourd'hui. On va parler champagne, par exemple. Eh ben, un producteur de champagne, quel qu'il soit, même pas une grande marque, il a eu, quand il y a eu ces coûts de l'énergie, il a eu des coûts de logistique, il a eu des sujets de logistique. Donc le transport avec l'énergie, plus, donc on lui a facturé plus. Ses cartons. Les cartons coûtaient plus cher. Donc il a eu un ensemble, et une petite productrice, par exemple, de champagne m'a donné à titre d'exemple que elle, ça lui faisait plus 40%. Son prix, le prix de cette, qui n'est pas une grande marque pour cette fabricante de champagne, elle ne peut pas d'un seul coup faire 40 par rapport à son consommateur. Si vous êtes une grande marque, avec une marque réputée, il y en a qui l'ont fait, ils ont pu augmenter parce qu'il y a une demande. Quand vous êtes une entreprise de taille moyenne, il y a un moment donné, vous ne pouvez pas faire ça. Et en fait, le sujet de l'énergie, il est majeur pour toutes les industries, mais pas seulement. Il a touché la logistique, il a touché l'agroalimentaire, parce que vous avez déjà une production, par exemple, en France qui coûte plus cher. Si en plus vous rajoutez la partie logistique, parce que tous vos camions qui vont dans les supermarchés coûtent plus cher, et vous l'avez vu par exemple, un très bon exemple, c'est le bio. Le bio s'est effondré en France, s'est effondré aussi en Allemagne. Je voudrais vous poser une question avant de redonner la parole aux vraies voix et d'aller au 0826 300 300. Je vais ressortir des vieux cours d'économie. On me disait à l'époque que quand on imprimait de la monnaie, ça faisait mécaniquement de l'inflation. Depuis 2008, on a fait tourner la planche à billets, on a appelé ça quantitative easing pour que personne ne comprenne. Mais entre le quantitative easing de 2008 et celui du Covid, est-ce que c'est pas aussi en partie, je lis certains économistes qui l'affirment, responsable de l'inflation au moins autant que les prix de l'énergie? Ça a été un sujet parce que et ça veut peut-être dire qu'on est encore justement dans cette crise de 2008, même si on n'en parle plus, mais finalement elle n'est pas terminée, parce qu'effectivement les banques centrales aux États-Unis et en Europe ont utilisé ce que vous avez appelé le quantitative easing, c'est des moyens extraordinaires, c'est-à-dire pour permettre aux banques de financer l'économie. Voilà. Donc on a fait ça. Mais ça a mis aussi les banques, par exemple, à acheter de la dette des États. Donc ça a mis tout le monde dans un système où effectivement on a tellement émis de monnaie qu'on a eu une peur et on a créé de l'inflation sur ce sujet-là. Et après, il y a eu les crises économiques qui sont arrivées, qui se sont succédées. On en a quand même un certain nombre. Et là, vous avez, dans vos débats de l'après-midi, vous avez parlé de l'Afrique.
on a tous les pays qui sont en train d'exploser, où la France avait un certain pouvoir. On a parlé de pétrole en Afrique, on a parlé d'uranium, on a parlé d'un certain nombre de sujets. De bois pour le Gabon. Hein, ça, par exemple, c'est des choses dont on ne mesure pas aujourd'hui les conséquences économiques. Et un sujet dont on n'a pas encore parlé, et que les politiques sont en train d'évoquer doucement, le sujet de la transition énergétique, comme on veut, transition climatique. On n'a pas encore parlé de l'inflation à venir. On le sait quand vous regardez, quand vous êtes dans des copropriétés, ceux qui nous écoutent, qui sont dans des copropriétés, qui voient leur ravalement. Ah oui, mais il va falloir ajouter la couche, effectivement, d'isolant. On double les prix. Et là, on est sur des sujets concrets. Et toute cette partie-là, le sujet, c'est que les banquiers centraux qui ont utilisé ces mesures non conventionnelles, pour faire simple, aujourd'hui, ils pensent qu'on est arrivé à un pic d'inflation. Mais il y a d'autres experts qui sont en train de se dire, très bien, on a fait ce chemin-là, sauf qu'il y a une inflation qui reste. Et c'est un peu ce qu'on est en train de constater, et ce qu'il faudra suivre dans les prochains mois. C'est-à-dire, très bien, on a diminué cette inflation, peut-être grâce à l'énergie, on a peut-être des bons sujets sur le gaz pour l'instant, mais le pétrole, on n'en sait rien, ce qui va se passer sur le pétrole, on ne sait pas, mais effectivement, peut-être qu'on risque de remonter. Et ça va être ça qui va être suivi, parce que pour l'instant, ça veut dire qu'en termes de pouvoir d'achat, on ne s'y retrouve pas, et c'est pas en bloquant les prix, parce que le sujet de blocage des prix, on se souvient, pour les plus anciens de Raymond Barre, l'économie était fermée à l'époque. Oui. Aujourd'hui, elle est ouverte. Donc bloquer les prix et, par exemple, donner juste du pouvoir d'achat, mais je dirais un ticket, on va acheter quoi ? On va acheter une Peugeot et une Renault ? Non, c'est fini ce temps-là. On va acheter un téléviseur Samsung, par exemple. Donc aujourd'hui, on est dans une économie ouverte. Donc si on vous donne juste de l'argent pour acheter, vous n'allez pas acheter la Peugeot, et Peugeot qui pouvait sortir son nouveau modèle Peugeot à l'époque. C'est fini ce temps-là. Donc il faut qu'à Bercy, on change de logiciel pour se dire comment on arrive à redonner du pouvoir d'achat aux Français. Tous les pays européens sont confrontés à ce sujet. En Allemagne, ça va très mal aujourd'hui. Allez, 0826 300 300, une réaction de Christophe. Christophe, vous êtes avec nous ? Oui, bonsoir. Rebonsoir. Cette inflation, pour vous, est-ce que vous pensez que le gouvernement a les moyens de lutter ? Alors, je sais pas s'il a les moyens, mais de toute façon, il doit lutter contre ça, parce que de toute façon, qui mieux que le gouvernement peut lutter ou au moins amortir cette inflation ? Alors je sais pas, peut-être j'ai peut-être pas assez de recul, mais peut-être moins taxer les entreprises, peut-être faciliter, comme vous disiez, l'installation, je sais pas, peut-être diminuer certains coûts de production, je sais pas, il y a peut-être d'autres choses à faire. Mais si c'est pas eux qui le font, qui pourrait le faire ? Oui, est-ce qu'il y a des leviers ? Alors, vous vouliez poser une question, Françoise, allez-y. Non, je voulais écouter sur les leviers, c'est intéressant. Ouais. Quels sont les leviers ? Il peut y en avoir, à condition qu'ils soient efficaces pour l'économie. Et jusqu'à présent, ce que le gouvernement a fait, ou quand il dit on veut, la phrase de Bruno Le Maire, elle est quand même assez forte. Elle dit nous voulons casser définitivement la spirale inflationniste. Je ne sais pas s'il y a un seul gouvernement dans le monde qui a ce type de phrase, parce que aucun gouvernement ne peut décréter qui va le bloquer. Et le sujet dont on peut revenir au sujet des banquiers centraux, parce que c'est eux. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et les banquiers centraux, dont on parle peu, parce que c'est un peu compliqué, les banquiers centraux, la Fed, vous avez quelques célébrités, mais il faut être vraiment à Wall Street pour savoir connaître tous ces banquiers centraux. Mais c'est eux qui sont à la manœuvre en ce moment. Ils ont eu ce sujet sur l'inflation, de monter les taux d'intérêt, parce qu'effectivement, ils voulaient la casser. Sauf que, effectivement, ils arrivent à un point limite. Mais ce point limite, ils sont en train de voir que l'économie est en train de ralentir, qu'effectivement, on va commencer à avoir des sujets d'emploi. Et on a un décalage, en fait, entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis, les mesures qui ont été prises par Joe Biden, malgré toutes les critiques, ont fonctionné pour les Américains. Et en Europe, on est plutôt... Il y a un titre du Wall Street Journal récent, que je vous invite à lire, un article qui dit « L'Europe est en train de s'appauvrir ». C'est quand même... ça fait assez mal. C'est-à-dire que c'est une réalité, et ils prennent des exemples de, pas simplement des ouvriers, de cadres, d'anesthésistes, etc. Ils prennent des exemples concrets en disant que les gens sont obligés d'avoir 2 jobs, les gens sont obligés de faire, comme disait Françoise, de faire des économies dans tel domaine. Pas que des gens qui ont un petit salaire. Et c'est ça qui est en train de changer. Donc il y a un vrai sujet de fond. Sur les États-Unis, je mets des bémols parce que la vie quotidienne de millions d'Américains, elle est très difficile. Quand vous avez le litre de lait qui est à 2,50 € ou 3 €, c'est très cher les États-Unis aujourd'hui. Même le burger est très cher. Aujourd'hui, vous payez un poulet fermier aux États-Unis, on va dire à Seattle, parce que c'est une ville que je connais bien, vous le payez 30 € le poulet fermier. Vous imaginez quand même le gap, etc. Moi, j'ai juste sur l'appauvrissement général des classes moyennes, je suis d'accord. C'est le cas de la Chine aussi, on n'en parle pas assez. On dit la Chine toute puissante, mais la Chine est en train de s'effondrer, petit à petit de s'effriter. Moi, est-ce que au fond, la panacée n'est pas, vous allez dire, ça c'est le côté socialiste, mais l'augmentation véritablement des salaires, mais une véritable augmentation des salaires. Est-ce que là, on n'est pas... J'ai retrouvé pour
vous faire plaisir, j'ai retrouvé les années 70. J'ai retrouvé une déclaration de Jean-Claude Bailly qui disait, à l'époque, on négociait des augmentations générales, et ceux qui nous écoutent, ça va les faire bondir, de 8 à 10%. Oui, bien sûr. Voilà, on en était là. Mais on avait ça. On en est loin jusqu'à présent. Attends, pardon. Mais c'est un sujet. C'est un sujet. Il y a certaines boîtes cet été qui ont procédé à des augmentations de 10 à 12%. Oui, mais parce qu'il n'y a pas assez d'employés. Il n'y a pas assez aujourd'hui. Les entreprises ne trouvent pas à embaucher. Donc il y a ce sujet-là. Il y a le problème de la pénurie, il y a le problème de l'emploi, mais pardon, il y a quand même des règles en économie et on connaît quand même certains résultats. Le blocage des prix, on sait que globalement, ça n'a jamais fonctionné. Si on devait résumer, Françoise, mais l'indexation. Françoise parle. Si, parce que j'ai rien dit, moi. Sur l'augmentation des salaires, donc je revenais là-dessus, mais l'indexation des salaires sur l'inflation est une mesure qui a été démontrée hyper inflationniste. Donc en fait, au bout d'un moment, malheureusement, c'est pas la panacée, c'est pas une solution, parce que mécaniquement, ça génère de l'inflation. C'est à ça que je répondais. Je suis d'accord avec vous, Virginie, mais à un moment donné, il faut penser au bien-être des populations. Et c'est très intéressant. Vous, ce que vous dites, tout à fait, c'est intéressant. Ce que dit Didier est intéressant. On a un appauvrissement de la classe moyenne aujourd'hui, pas simplement. Je dis juste que c'est pas la mesure. J'ai bien compris, mais la réalité. On a bien compris qu'on pouvait rien faire, surtout. Mais quand Christophe de Marseille nous parle tout à l'heure, il nous dit on a eu des augmentations. Christophe, vous êtes là à l'antenne, de 4%, etc. Mais bien sûr que déjà, augmenter les salaires au niveau de l'inflation me paraît être le b.a.-ba, ou pas? On peut pas faire ça. On peut pas le décréter, en tout cas. Les entreprises peuvent le faire au cas par cas, peuvent regarder, mais ça veut dire qu'elles doivent vendre ensuite. Donc si leurs coûts sont trop importants, de toute façon, elles vont perdre. Et moi, je connais beaucoup les entreprises cotées parce que c'est ma partie, mais elles sont comme les autres. Si vous les connaissez chez Deloitte, par exemple. Elles ont le sujet. Chez Deloitte, par exemple, ou chez KPMG, cet été, tout le monde a été augmenté de 10 à 12%. Entreprise de service. Mais chez Porsche, les ouvriers ont des bonus extraordinaires, ou chez Ferrari, ça fonctionne bien. Mais à un moment donné, il faut qu'effectivement ils travaillent sur ce sujet-là. Merci beaucoup Didier Testo d'avoir été avec nous, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Grâce à vous, j'ai tout compris.